Voilà. Donc, moi, je m'appelle Dominique Hélène Vaguet et effectivement, j'ai d'abord fait un long travail personnel, une longue thérapie, il y a déjà un certain temps, et qui me permet de connaître de l'intérieur un certain nombre de mécanismes psychiques, comme par exemple les secousses émotionnelles qui sont évidentes, obligatoires, comme le mécanisme des résistances, qui est également fondamental et normal, et également le temps, la notion de temps absolument nécessaire pour intégrer une nouvelle vision et également pour arriver à transformer nos fonctionnements psychiques. Donc, c'est ensuite que je me suis formée au métier de psychopraticienne et psychogénéalogiste que je pratique depuis une trentaine d'années avec différents outils. Et donc, comme disait Claude, c'est depuis 2002 que l'on anime des groupes qui sont destinés à mettre en ordre tout ce bagage transgénérationnel que l'on porte en soi, qui est source de talent, et du coup, eh bien, on a des belles réussites dans la vie, mais également qui est source de troubles qui vont nous amener vers des impasses. Évidemment, c'est de cela que l'on va vous parler. En 2003, on a donc écrit ce livre, Mémoire de l'arbre. En fait, on a repris les écrits des tragiques grecs, Échille et Sophocle, parce qu'ils ont mis en scène des drames familiaux. Et au regard des connaissances actuelles, eh bien, on pourrait dire, détricoté deux lignées. La lignée des Labdacides, qui est la lignée d'Oedipe, et la lignée des Atrides, qui est la lignée d'Agamemnon. De manière à ce que vous puissiez voir comment, de génération en génération, des choix ont été posés qui, en fait, sont à l'origine de ces drames. Et qu'avec une conscience un petit peu plus aiguisée, eh bien, les choix auraient pu être autres et les drames évités. Je vais vous donner juste un petit exemple comme ça. On a Oedipe qui est nouveau-né, il est abandonné dans le désert, recueilli par des bergers et amené à un couple royal de Corinthe qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est vraiment un superbe cadeau. Mais ce couple, comme c'est habituel, va se faire passer pour les vrais parents de cet enfant. Alors évidemment, eh bien, il va y avoir, quand il va grandir, des petits copains qui vont dire « Mais tu sais, ton père, c'est pas ton père, ta mère, c'est pas ta mère. » Donc, quand il va être adolescent, il va vouloir en avoir le cœur net. Alors, il va consulter l'oracle à Delphes. Et là, on va lui dire, eh bien, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Waouh, c'est l'horreur. Mais comme ses vrais parents, c'est ce couple qui l'ont élevé, il s'enfuit. Et évidemment, il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'il va tuer son père et il va épouser sa mère. Si ce couple avait tout simplement dit, voilà, on t'a amené à nous, on est absolument ravis, on t'aime beaucoup, vraiment on t'a accueilli, mais on n'est pas tes vrais parents. Évidemment, il aurait eu envie d'aller voir, chercher qui étaient ses vrais parents. Il n'y aurait pas eu ces drames. Et vous voyez, c'est encore très, très, très actuel comme problématique. Alors, c'est vrai que depuis les années 80, il y a de nombreux psychanalystes qui ont mis en lumière que les souffrances vécues par nos ancêtres peuvent être source de troubles physiques et psychiques chez les descendants. Il y a par exemple Didier Dumas qui, en 85, je crois,
a écrit L'ange et le fantôme. Il a longuement travaillé avec des autistes. Et c'est le premier qui a mis comme ça, qui a parlé de fantômes. Et nous allons continuer à vous parler de fantômes généalogiques. Il y a Philippe Grimbert qui a écrit ce livre, Un secret, que vous avez peut-être lu, vu au cinéma. Et en fait, il relate bien, d'une manière romancée et véridique, comment un enfant sait ce qui s'est passé avant sa naissance, même si on ne lui en a pas parlé. Alors, il y a également Anne-Ancéa Schuzenberger, qui, en 1993, a écrit « Aïe mes aïeux ». Elle a longuement travaillé avec des personnes atteintes de cancer en phase terminale, et elle s'est rendue compte que sur 3, 4, voire 8 générations, il y a des répétitions comme des coïncidences. Et à tel point qu'elle a écrit, on finit par penser que nous traversons une période de fragilisation inconsciente en atteignant l'âge où quelqu'un de notre famille a subi un traumatisme. C'est ce que l'on appelle le syndrome anniversaire. Mais ce syndrome anniversaire est en fait le reflet de fidélité inconsciente. Un exemple comme ça, on va prendre un père qui, voilà, on va dire, allez, 46 ans, décède d'une maladie, d'un accident, voilà. Il a un fils, et ce fils, autour de... Voilà, il va arriver à 46 ans. Alors si on lui demande un peu avant, ça va, tu vas pouvoir avancer en âge, il va dire bah, bien sûr, évidemment, dans le conscient. Mais dans l'inconscient, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que quand il va atteindre cette période-là, il va y avoir un trouble, peut-être une dépression, il va la plupart du temps franchir cette étape et donc dépasser le père. Mais certains n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement accidents, maladies qui vont faire que ben, lui aussi, il va décéder vers le même âge. On n'est pas sur des choses ric-rac, hein, même, voilà, c'est pas exactement 46 ans pile. Mais ce qui se joue là, c'est pas une fatalité. C'est une fidélité inconsciente. Et une fidélité inconsciente, ça peut se dénouer. Heureusement. Alors, il y a Françoise Dolto qui a découvert qu'en fait, in utero, le bébé duplique le fonctionnement émotionnel et psychique de ses deux parents, donc de ses deux lignées. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte de ça par des dessins, des modelages faits par de très jeunes enfants qui vont traduire des événements qui se sont passés pendant la grossesse ou même dans la vie des parents ou dans la vie des grands-parents. Évidemment, on ne leur en a pas parlé. Donc, ils traduisent quelque chose, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils sont agis par cela. Et c'est vraiment important parce que c'est comme ça que l'on s'est rendu compte que les symptômes qui sont vécus et présentés par des enfants et des adultes, eh bien, en fait, c'est le moyen qu'a trouvé l'inconscient de traduire qu'il y a une souffrance antérieure qui empêche d'avancer. Et c'est complètement paradoxal, parce que c'est comme si l'inconscient, eh bien, essayait de guérir l'arbre, mais en fait la personne est en difficulté, tout l'environnement est en difficulté, tout l'environnement considère que la personne est un problème,
elle-même d'ailleurs se considère un problème, alors qu'en fait il y a un problème avant, antérieur, et qui traverse la personne comme un fantôme généalogique. Et vous savez, ces fantômes, un peu à la manière d'Hamlet. Voilà, le père d'Hamlet, eh bien, vient perturber les nuits d'Hamlet, jusqu'au moment où celui-ci va réaliser que son père a été assassiné et va le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de fantôme. C'est-à-dire que la douleur antérieure a été reconnue. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. Bon, dans la salle, vous êtes certainement beaucoup de parents, d'éducateurs, et c'est pas simple de réaliser à quel point c'est fondamental, parce que c'est pas simple, parce que ce n'est pas cartésien. Et l'inconscient n'est pas du tout cartésien. Je vais vous donner un exemple comme ça, une femme qui vient me voir pour tout un tas de problèmes, et entre autres, voilà, elle est extrêmement maniaque, mais à un point épouvantable. Elle nettoie son sol tout le temps, c'est vraiment pénible pour elle, pour la famille, pour les enfants, voilà, c'est vraiment pénible. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, elle ne sait pas non plus, bien sûr. Et puis, à un moment donné, dans le travail sur l'arbre, comme ça, elle va être en place, et Claude vous expliquera ce que ça veut dire en place, voilà, va être en place d'un grand-père, un grand-père paternel qui est italien, et qui a dû quitter l'Italie avec sa famille avant 1936, voilà, montée du fascisme, c'était trop dangereux pour eux, donc ils s'installent en France, les enfants naissent. Et là, je demande comme ça, mais est-ce que vous allez retourner en France une fois que la guerre sera terminée, voilà, faire découvrir ce pays à vos enfants? Ah non, le sol a été sali. Waouh! Alors évidemment, la personne, voilà, elle réalise. Et je la revois 15 jours plus tard, elle nettoie son sol normalement, quoi, comme tout un chacun. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était impactée par la douleur de ce grand-père. Évidemment, douleur qui ne se dit pas plus, il faut avancer, voilà, il faut avancer dans la vie. Donc on relaxe ça voilà, dans l'inconscient. Alors, justement, comment est-il possible que l'on soit ainsi impacté par cette mémoire transgénérationnelle? Alors, dans les études que l'on fait actuellement, et déjà depuis longtemps, sur le cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une zone neuronale qui semblait ne servir à rien, que l'on a appelé les territoires corticaux libres. Et puis on s'est rendu compte que cette zone, ces territoires, en fait, fonctionnent à la manière de cassettes vierges qui enregistrent tout ce qui se passe au niveau émotionnel et psychique pendant la grossesse. Alors, que se passe-t-il pendant la grossesse? Il y a Jean-Marie Delassus qui est le premier à avoir mis en place des centres de maternologie, qui a écrit en 2001, je crois, un livre, Le génie du fœtus. Et il explique bien comment, pendant la grossesse, le placenta va s'occuper de puiser dans le corps de la maman, qui est en fait une terre d'accueil, tous les éléments nécessaires pour la croissance du fœtus. Et puis pendant ce temps-là, la maman va remonter, plus ou moins consciemment, vers sa vie de petite fille, sa relation à sa mère, le temps où elle était fœtus. Et donc, le temps où elle était fœtus, sa propre maman remontait elle-même vers sa vie de petite fille, sa relation à sa mère,
Et on remonte comme ça, comme des poupées gigognes. Et évidemment, va descendre de là un certain nombre de fantômes généalogiques. C'est-à-dire en fait des stases émotionnelles qui correspondent aux douleurs, aux souffrances vécues par les ancêtres. Et douleurs et souffrances, voilà, dont on ne parle pas, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas, parce que chacun faisait comme il pouvait, parce qu'il fallait avancer, parce que la vie était compliquée, parce que c'était pareil pour tout un chacun, enfin, etc. Tout ce qu'on entend. Et ces douleurs, ces fantômes généalogiques, ces stases émotionnelles vont se traduire chez les descendants par des émotions exacerbées, de colère, de dépression, de sentiments d'injustice, de non-envie de vivre. Et souvent les personnes vont dire « mais c'est plus fort que moi ». Oui, c'est plus fort que. Ça vient de bien plus haut, effectivement. Alors quand on voit comme ça ces flots émotionnels qui sont exacerbés, exagérés par rapport à la situation présente, parce que bon, des colères on en a tous, voilà, des tristesses, bien sûr, mais là, quand c'est exagéré, on dit aïe, il y a un retour du généalogique. Et il faut aller voir qui parle au travers d'eux. Qu'est-ce qui se dit au travers d'eux? Alors, des souffrances, il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, on parle beaucoup des secrets de famille. C'est évident, il y en a. Mais des souffrances, il y en a plein. Si vous imaginez, par exemple, tous les mariages arrangés, pour raison de patrimoine ou raison de bienséance sociale, ça arrange les parents. Ça, c'est une évidence. Mais le jeune homme ou la jeune fille, qui peut-être ont un amoureux, une amoureuse, qui se marient là, alors qu'ils n'en ont pas du tout envie, et qu'ils ont le cœur en deuil. Comment ils vont accueillir l'enfant qui va venir de cette union? Avec, dans un climat de tension, de silence, peut-être de cris, peut-être de violence, peut-être d'alcoolisme, etc. Tout ce qui découle de ça. Et cet enfant, comment va se construire à l'intérieur de lui la notion de famille, de couple, d'amour? Eh bien, c'est avec ça qu'il va continuer sa vie. C'est-à-dire que cette histoire de mariage arrangé, là, ça a des répercussions bien plus loin dans les générations. Si je prends encore d'autres exemples, il y a combien de grands-pères qui n'ont pas pu faire le métier qu'ils voulaient, parce qu'il fallait reprendre l'entreprise, la ferme, la forge, etc. Et même s'ils voulaient faire un métier qui était, ma foi, tout à fait honorable, voilà, je ne sais pas, instituteur, peut-être militaire, voilà, on n'est même pas sur théâtre, etc., quelque chose de tout à fait classique. C'était pas possible. Pas possible, parce que les parents avaient tellement trimé. Donc, ils reprennent l'entreprise. Mais avec quelle rage intérieure, dont ils ne parlent pas sans doute, et quelle révolte contre l'autorité. Alors, il y a Willy Barral qui a écrit en 2011 un livre qui s'intitule « Le corps de l'enfant et le langage de l'histoire de ses parents » et qui parle de comment l'enfant peut être le bras armé de ses parents qui n'ont pas pu se révolter. Et donc c'est lui qui est habité par un refus par rapport à tout ce qui est l'autorité, qui va manifester ça contre ses parents, l'école, les copains, etc. Ça va être un problème, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, il est habité de quelle rage? C'est super important
de réaliser ça. Moi, je vois avec plusieurs parents bon, voilà, qui ont des enfants en difficulté comme ça. Et quand ils peuvent arriver, quand on arrive à détecter ce qu'ils n'ont pas pu dire, ce qui n'a pas pu se dire, et qu'ils peuvent redonner l'histoire à l'enfant, ben, il y a des choses qui s'apaisent. C'est magique et pas magique. C'est pas magique parce que le travail, il faut le faire. Mais c'est magique parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des déclics. Donc, avant de redonner la parole à Claude, voilà, vous voyez comment c'est important d'aller visiter l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Ça n'est pas une intrusion, c'est nos racines. Et puis vous voyez comment, finalement, l'histoire individuelle va recouper la grande histoire, avec la grande histoire économique, politique, sociale, et que si les choses étaient classiques à l'époque, c'est pas pour autant que chaque individu n'a pas souffert et que c'est cette souffrance qui se transmet dans les générations d'après.